Nous nous trouvons ici dans la librairie Aurora. Ce nom doit évoquer beaucoup de choses pour certains, mais peut-être pas du tout pour un grand nombre, et c'est bien dommage. Nous avons le plaisir de pouvoir rencontrer aujourd'hui Flore de Witt qui tient cette librairie, et pour certains, il est considéré comme un brontosaure, pour d'autres comme un héritier d'un mouvement dont il souhaite tenir bien haut la flamme révolutionnaire, et l'entretien que nous allons avoir tous les deux ensemble sera constitué de deux parties. La plus grande partie sera consacrée à sa vie de militant. La deuxième partie, plus courte, sera consacrée à son activité de libraire. Il y a un lien très fort qui unit cette activité de militant et d'autre part cette activité de libraire, c'est l'idée communiste. Bonjour Flore. Bonjour Jean. Merci de nous recevoir ici dans ta librairie, que nous allons filmer tout à l'heure dans la deuxième partie de cet entretien. Et je voudrais tout de suite te poser une question quant au lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un immeuble sur la façade duquel il est indiqué, il y a une petite plaque qui a été apposée par la commune, il est indiqué que dans cet immeuble ont résidé des membres d'une organisation secrète, l'Orchestre Rouge. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot? Oui, l'Orchestre Rouge, c'était une organisation communiste dirigée par des militants qui étaient appointés par l'Internationale communiste et qui étaient de majorité des militants communistes allemands, juifs pour beaucoup d'entre eux. Alors, le dirigeant, c'était Léopold Trepper, et ici, au premier étage, habitait le faussaire, le gars qui faisait les faux papiers, etc. Alors, l'Orchestre Rouge a donné beaucoup d'informations à l'Armée Rouge à l'époque. Et c'est-à-dire quelle période, ça, quand tu dis à l'époque? C'est dans les années 30? Ouais, non. Bien avant? Pendant la guerre? En pleine guerre. D'accord. Et il y avait la plupart des militants qu'on appelle les internationalistes, c'était des militants sous-marins. Oui. Donc, il y a même des militants qui se sont soi-disant brouillés avec le parti pour pouvoir dire moi, j'en ai strictement rien à cirer de ce parti communiste, moi je fais mon petit boulot. Et donc, ils avaient des émetteurs, pour ça qu'on les appelait les pianistes, qui travaillaient sur le morse, oui, avec la clé, et d'où le nom l'Orchestre Rouge, quoi. Et c'était vraiment une organisation de contre-espionnage, hein, parce que il y avait même des officiers allemands de la Wehrmacht qui étaient dedans, qui ont été décapités à la hache, comme oui, d'innombrables autres camarades, et ils ont fait un travail inestimable. Alors, petite parenthèse, pour la continuité de l'interview, je suis néerlandophone et parfois vous allez entendre que je fais quelques erreurs, je devrais chercher parfois un mot, mais comme ça, c'est clair. En tout cas, je te remercie de bien vouloir être interrogé dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, mais tu pratiques... Histoire de ma vie, camarade. Voilà.
Voilà, entendons, d'accord. Donc, en fait, c'est à partir de juin 41, après, Oui, voilà, oui, à un même moment un donné, peu avant. même un petit peu Oui, avant, oui, déjà, oui. en tout cas. Et alors, cet orchestre rouge a complètement été, a disparu, Il a été infiltré, oui. il y a eu des trahisons, pas beaucoup, hein. Non, non. Il y a eu des trahisons et la Gestapo a réussi à rafler le tout, mais ils ont quand même existé, je te dis ça de mémoire Oui, comme oui. ça, ils ont quand même fonctionné pendant 2 ans, quoi, hein, C'est ça. en totale clandestinité, quoi, hein, et ils avaient, pas seulement à Bruxelles, parce que le gros de l'appareil, c'était à Berlin, hein. Il y avait notamment des hauts dirigeants, officiers de la Luftwaffe, qui étaient postés en Allemagne et qui faisaient leur travail pour l'orchestre rouge. Merci beaucoup. Ceci, c'était peut-être pour resituer un petit peu le cadre dans lequel tu vas être interrogé maintenant et qui va porter donc essentiellement sur ta vie de militant. Et je crois que ton témoignage aura un grand intérêt. Alors, ta vie de militant commence dans les années 60. Est-ce que tu pourrais dire dans quel contexte, quelle est l'origine, je dirais, de ta motivation et expliquer un petit peu, ben voilà, quel âge tu avais à ce moment-là, quelle était ton activité professionnelle, si tu étais déjà dans le cadre d'une activité professionnelle ou si tu étais encore trop jeune pour cela. J'aimerais bien t'entendre à ce sujet-là. Bon, pour clarifier les choses, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Mon grand-père paternel, il a fait la guerre d'Espagne. Après la résistance, mon père était le plus jeune résistant armé reconnu en Flandre, et pourtant, c'était pas des communistes, hein. C'était des gens, des socialistes de gauche, à l'époque ça existait encore, et c'est des gens qui n'avaient pas encore assumé la trahison classique social-démocrate comme on la connaît maintenant, quoi. Alors, mais je vois chez nous, il y avait tous les 2-3 soirs, il y avait des ouvriers métallos qui se réunissaient. 2-3 fois par semaine, tu voulais dire. Oui, 2-3 fois par semaine, pardon. Ils préparaient des grèves et tout. Mon grand-père était devenu un échevin socialiste à Leuven, Oui. hein, et chez nous, dans le local, dans la maison, c'était un va-et-vient, mais continu, quoi. Alors, mes premiers souvenirs très distincts et très clairs, c'était la grève de 60-61, quand j'allais à la main de mon père. J'avais 11 ans à ce moment-là. On allait au piquet de grève, au chemin de fer. Moi, je faisais les guets pendant que mon père, il crevait les pneus des autobus qui roulaient. On partait dans les manifs presque tous les jours parce que, réglons très vite cette question aussi, 60-61 était aussi bien suivi en Flandre, hein. C'était pas le truc que les renardistes du nom du grand dirigeant wallon syndicaliste André Renard en font maintenant, que la grève a été perdue à cause de l'abandon des travailleurs flamands, quoi. Petite anecdote, la grève a démarré dans le port d'Anvers, hein, où les dockers, contre l'avis de Louis Major, qui était le dirigeant social-démocrate du syndicat socialiste, qui a dit non, pas de grève, c'est trop tôt, c'est pas le moment. Pour les sociaux-démocrates, c'est jamais le moment, hein. C'est pas le moment.
Et alors les gars, ils l'ont pris, ils l'ont jeté du pont et ils ont dit hop, on démarre, quoi. Ouais. Simplement, je voudrais replacer les choses dans le contexte. Pour toi, ce sont des choses qui sont tout à fait évidentes et qui devraient faire partie de la culture, je dirais, politique et sociale de beaucoup de gens, mais hélas, ce n'est plus le cas. Donc, je rappelle que la grève de 60-61, qui a duré plusieurs semaines et qui a conduit à, comment dirais-je, plusieurs millions de grévistes en Belgique arrêter le travail, est en fait consécutif à ce que l'on ce qu'on appelait donc la loi Eskens, la loi unique. Et ceci, alors, ça a conduit à une prise de conscience, à un échec. En tout cas, il y a une prise de conscience de classe quand même, parce que s'il y a des millions de gens dans la rue, de nombreux secteurs, en tout cas, voilà. Comment est-ce que tu pourrais résumer la place qu'occupe cette grève de l'hiver 60-61 dans l'histoire du mouvement ouvrier? Oui, c'était un combat où, une des rares fois, on a vu l'appareil aussi bien syndical FGTB de l'époque que l'appareil politique PSB de l'époque qui était ébranlé, quoi. Ils étaient dépassés par la foule. Et comme encore, c'est remarquable aujourd'hui, c'était une attaque contre les services publics qui a fait démarrer les choses, quoi. C'était, bon, il faut dire que les salaires des services publics à l'époque, c'était des salaires de misère, quoi. Et on allait encore attaquer de plus la loi Esken, on allait encore attaquer de plus. Et puis, il y a des secteurs qui ont démarré, mais contre la volonté des dirigeants, hein. Les enseignants qui étaient dans les lances de fer de combat, il y avait aussi les employés communaux, et puis les cheminots, les tramwaymen, les postiers, et très vite on a vu que les gens ont été réquisitionnés, et ils allaient travailler avec des affiches « Je suis réquisitionné », quoi. Et c'est une grève qui a duré 6 semaines, hein, qui était même à la fin encore bien suivie, mais alors il y a eu toutes les magouilles politico-politiciennes, hein. Il y avait des gens qui voulaient faire une marche sur Bruxelles, il y avait certains dirigeants syndicaux qui avait lancé le mot d'ordre ridicule d'abandon de l'outil. L'abandon de l'outil, ça veut dire on laisse refroidir les hauts fourneaux, et alors c'est fini, pour toujours, hein. Tout se solidifie, et disons que c'était un truc pour apaiser le mouvement. Ouais, l'abandon de l'outil, les gars qui travaillaient là, ils ont dit, on va pas sacrifier notre boulot, quoi, hein. Et alors, tu avais le Parti communiste qui soutenait la marche sur Bruxelles, tu avais Renard et sa clique qui prônaient l'abandon de l'outil, et c'est devenu un amalgame. La grève s'est terminée avec le mot d'ordre, bon, ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir, hein, et la tête haute, les travailleurs ont repris le travail sous le champ de l'international, quoi. Bon, élection quelques mois après, le Parti catholique, majorité absolue, première loi qui est votée, avec un ministre social-démocrate comme par hasard, les crédits, les budgets pour la gendarmerie, un armement plus sophistiqué, et hop, le train était parti. Ça, c'était la première chose qui m'a remarqué.
Alors, on avance. Attends, je vais peut-être faire une petite pause, Oui. une question que je te pose, et puis tu poursuis ce que Oui. tu avais entamé, bien sûr. Donc, il faut faire quand même un sort quand on parle toujours des 30 glorieuses, comme s'il y avait eu un progrès continu pour la masse de la population entre 1944-45 et 1975. On voit qu'à ce moment-là, tu l'as rappelé, que les salaires des ouvriers, des traitements des fonctionnaires n'étaient pas très élevés. Pas du tout, hein. Et même quand on voit même vers la fin de cette période, quand même en 68, si les patrons ont lâché, comment dirais-je, s'il y a eu une augmentation de 35% des salaires, ça veut dire qu'il y avait quand même des marges qui étaient quand même plus qu'importantes à cette époque-là et dont ne bénéficiait pas la grande masse de la population. Hein. C'est donc parce que c'est pour ça que quand on dit les 30 glorieuses, c'est les 30 glorieuses du patronat. Voilà. Et c'est pas les 30 glorieuses comme on le fait entendre d'habitude de l'immense majorité des gens. Je suis bien content de l'entendre dire parce que moi, quand j'ai commencé à travailler en 66, c'était au service public et je gagnais l'équivalent d'aujourd'hui de 150 € net par mois. Hein? Et alors, il faut dire que vers le début des années 70, ce salaire avait quasi doublé, quoi. Hein? Et là, il y a eu un mouvement de rattrapage. Mais bon, tout à fait d'accord, les 30 glorieuses, elles l'étaient du patronat, quoi. Voilà. Et comme d'habitude, c'était la classe qui trinquait, c'était nous, quoi. Hein? C'est ça. Parce que c'est important de parler quand même de l'idéologie, parce que dominante, dont on matraque tous les jours les gens, il suffit de voir ce qui s'est passé hier dans les journaux télévisés où on n'arrêtait pas de louer comment dirais-je, ce grand capitaine d'industrie qui avait été Serge Dassault. Je crois qu'il faut remettre les choses à plat. C'était une ordure, c'était un fauteur de guerre, c'était le marchand de la mort, voilà. C'était l'homme principal de l'impérialisme français partout dans le monde, mais surtout en Afrique, quoi. Voilà, évidemment qu'on le loue, c'est normal. Il fait son boulot, très bien d'ailleurs. Donc c'est pour ça, je crois que c'est important, dans le cadre de cet entretien, de pointer les moments où on construit des mythes qui sont là, effectivement, pour endormir les gens. Je parlais des 30 glorieuses. Ici, je parle du bombardement médiatique depuis 2 jours concernant le décès de Serge Dassault, qui est un héritier, puisqu'il c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a toute une flopée de gens d'ailleurs qui sont derrière et qui reprennent l'héritage en main. Voilà. Un peu comme Albert Frère ici, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, alors je te propose maintenant de reprendre le cours des événements à partir de 1961, parce qu'on va essayer d'avancer quand même dans la chronologie, dans le temps. Donc tu as rappelé qu'à l'époque de cette grève, tu avais 11 ans, si j'ai bien entendu. Alors, comment vas-tu arriver, tu as expliqué dans quel contexte familial tu étais et qu'il y avait déjà... comment dirais-je, la marmite qui était en train de bouillir déjà à cette époque-là, mais comment arrives-tu alors, pendant ton adolescence ou au moment de ta prime jeunesse, à devenir un militant? Je ne sais pas quel âge tu avais, 17, 18 ans, c'est à toi de nous expliquer tout ça. Disons que vers 64 commençaient les mouvements contre la guerre au Vietnam. Il y avait déjà eu aussi une prise de conscience avec la guerre d'Algérie, où on voyait quand même des gens de gauche ici en Belgique, des gens comme Serge Peyroux, qui après est devenu le secrétaire de l'association Belgique-Chine, qui était un passeur. Donc l'homme à la valise, c'était des types qui allaient transporter des papiers et des armes pour les combattants algériens. Ils étaient aussi
Ce que maintenant, oh, Dieu nous pardonne, mais ils étaient passeurs. Ils faisaient passer des clandestins de la frontière française vers la Belgique. D'ailleurs, tous les militants FLN dirigeants, ils avaient une carte d'identité de la commune de Saint-Josse, quoi. Ah bon, oui. Parce que c'était un farfelu et une clette, mais Cudel, quand il pouvait faire son boulot pour la lutte de l'indépendance des peuples, il n'a jamais hésité et il s'est bien mouillé là-dedans. Ça, la preuve, tous les cartes venaient de Saint-Josse, quoi, les cartes d'identité. Voilà, je me permets de nouveau, à l'usage de nos auditrices et de nos auditeurs, à rappeler que Guy Cudel était bourgmestre de la commune de Saint-Josse, qui est la plus petite commune de Belgique, sauf erreur de ma part, qui se trouve donc au nord de la ville de Bruxelles. Plus pauvre aussi. Et la plus pauvre, oui. Je te laisse poursuivre maintenant. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu vas t'inscrire au parti? Comment ça va se passer? Pas encore. Comment ça va se passer? J'avais des amis. Il faut retourner un peu en arrière. Pendant la résistance, un des meilleurs copains de ma famille, c'était Louis van Brussel. Et Louis van Brussel était chef d'état-major des partisans armés pour la Flandre, et sa cachette était chez nous à la maison. Hein? Pour la petite anecdote, il a même été opéré une nuit quand il est arrivé avec 2 balles dans son dos, et il a été opéré chez nous sur la table de cuisine, quoi. Et il y a toujours, malgré le fait que Louis avait rejoint le méchant et le mauvais parti communiste, les amitiés de la résistance, ça restait sacro-saint, quoi. C'était quelque chose, ces gens-là, ils avaient vécu des trucs. D'ailleurs, et moi, je suis toujours un peu ému, quand Louis rencontrait feu mon papa, il disait toujours « Ah, c'est le gars qui dormait avec moi dans le même lit. » Parce qu'il dormait dans le lit de mon père quand il revenait d'actions armées clandestines la nuit. Il revenait tout froid, tout mouillé, et alors mon père, il prenait ses pieds gelés près de son estomac et il dormait sur... Ça, c'est des trucs, bon, je dois retenir mes larmes parce que c'est des choses qu'on a oubliées maintenant. Le mot solidarité, pour moi, et là je prends un truc général, c'est à ce moment-là que la bourgeoisie a fait une de ses premières grandes victoires. C'est sous l'époque de Madame Thatcher, Monsieur Reagan et Monsieur Mitterrand, pour citer pour moi les trois, les principales, ils ont surrayé le mot solidarité du vocabulaire, quoi. À ce moment-là, c'est devenu le chacun pour soi. Mais donc, pour te dire qu'il y avait, même dans les jeunesses du Parti socialiste, il y avait des liens d'amitié avec des jeunes communistes, on chantait les mêmes chansons. D'ailleurs, quand tu prends le chansonnier des Faucons Rouges, qui à l'époque était le mouvement de jeunes du Parti socialiste, c'était les mêmes chansons que dans le chansonnier des JC, quoi. Il y avait les chants de la guerre d'Espagne, il y avait Bella Ciao, avant que c'est devenu une chanson qu'on utilise dans les pubs maintenant, hein, et il y avait, on allait dans des manifs ensemble, des trucs comme ça, à la base, on s'entendait très bien, quoi. Et donc, il y avait ces mouvements anti-guerre, il y avait le mouvement noir aux États-Unis qui commençait à s'organiser.
Martin Luther King, que maintenant la bourgeoisie met en avant comme un gentil et un sage et tout, mais qui était un gars qui n'avait pas peur de lancer des mots d'ordre tout sur Washington, quoi. Hein. Et nous, on voyait ça à travers la musique aussi. Il y avait Pete Seeger, il y avait Joan Baez, et tous ces disques, mon père me les achetait. Tiens, écoute une fois. Mon père aimait bien écouter la musique un peu engagée aussi. Et on arrive vers, pour moi, la date fatidique qui m'a marqué pour le reste de ma vie. C'est là où j'ai juré d'être toujours du côté de la classe ouvrière. C'est janvier 66, Zwartberg. Là, explique un petit peu ce que oui, c'est. Hein. Voilà, Zwartberg, c'était l'annonce de la première fermeture d'une charbonnage en Belgique. C'était en Flandre. Et les mineurs, ils ont été pris au dépourvu. C'était vraiment un coup de tonnerre comme ça. Quoi, ils vont commencer à fermer nos charbonnages. En même temps... C'est dans le Limbourg, donc. Dans le Limbourg. En même temps, on faisait, comme toujours en Belgique, jouer le communautaire. Hein, oui, mais alors après, on va commencer à fermer aussi des charbonnages en Wallonie et tout. Et donc, il y a eu un mouvement, mais vraiment, j'ai jamais vu l'appareil syndical aussi débordé qu'à ce moment-là, quoi. Surtout que dans le Limbourg, c'était beaucoup le syndicat catholique qui tenait les mineurs. Il y avait un tout petit syndicat FGTB, ABVV, à l'époque du côté socialiste, mais qui était très minoritaire. Et je me rappelle, j'étais déjà en contact avec ce moment-là, avec des communistes qui venaient de quitter le Parti communiste sous l'influence de Jacques Grippa, sur qui je vais développer un peu plus tard. Et c'était des gars, le mot d'ordre qu'on donnait, c'était « on va tous au charbonnage », quoi. Et on va renforcer les piquets de grève, qui était une grève sauvage, non reconnue. Bon, vient cette date de janvier, je crois que c'est le 30 ou le 31, j'ai Alzheimer Light, et on avait encerclé des gendarmes, et il faut dire que les mineurs étaient armés avec des manches de pioche. C'était des mineurs, quoi. Hein. C'était pas des... Ils chantaient pas des chorales, quoi. Et la gendarmerie a dû foutre le camp, quoi. Ils sont sautés dans leur camion. Le lendemain, rebelote, on donne rendez-vous aux mines de Winterslag et Waterskei, qui était une des deux autres mines, des 5. Les camions de la gendarmerie arrivent, qu'est-ce qu'on regarde? Ils sautent de leur camion, fusil à la main, ils ont commencé à tirer dans le tas. Et ils n'ont pas arrêté, même quand les mineurs, ils s'enfuyaient, quoi. D'ailleurs, il y a eu 2 morts, Jan Latos et Valère Sklep, et les 2 mineurs morts ont été tirés avec des balles dans le dos, quoi. J'avais un ami qui était un étudiant à Louvain, un gars formidable que j'ai perdu de vue après, et lui, il me regardait, il m'appelait, et il voulait prendre un mineur qui était tombé par terre, et il a dû s'enfuir aussi tellement la flicaille chargeait pour casser la gueule à tout le monde. Là, je me suis dit, bon, moi, j'ai choisi mon camp ici, j'ai aussi choisi mes moyens de lutte, ce ne sera pas par les urnes, ce ne sera pas par le travail parlementaire et tout, c'est
la lutte se gagne dans la rue et la violence révolutionnaire est une violence juste et qui est une réponse à la violence journalière qui est exercée par le capital du matin au soir, et aujourd'hui, même dans notre sommeil, la violence du capital est là. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la violence la plus grande qu'il y a, quoi. Et à ce moment-là, j'ai choisi mon camp et j'ai même fait un truc très... Bon, c'était romantique, hein, c'était... J'ai juré sur le cercueil d'un des deux mineurs, toujours je serai de vos côtés. Voilà. Et alors, c'est à ce moment-là que tu es rentré dans le parti ou... À ce moment-là, j'ai rejoint la tendance grippiste du mouvement communiste, qui était surtout, bon, en Flandre, je crois qu'on était 5, quoi, hein. Le fief, c'était Bruxelles, quoi. La fédération bruxelloise était presque tous passés du côté de Grippa, qui jouait aussi, donc Grippa, il était chef d'état-major des partisans armés. Il était un des rares qui était sorti de la guerre, qui a survécu à cette époque sombre de, je ne mâche pas mes mots, hein, de la trahison de certains membres du comité central de l'époque, qui avaient été arrêtés par la Gestapo, qui étaient amenés à Brandung, qui avaient été interrogés et qui avaient à 4 ou à 5, je ne vais pas citer le nom, c'est pas nécessaire, mais Jacques, c'est le seul qui n'a pas craché un mot. Il a été torturé pendant 15 jours, jour et nuit, et les tortures de la Gestapo à Brandung, c'était pas de la tarte, hein. Et les autres membres du comité central, ils avaient décidé entre eux, oui, la guerre est perdue, les Allemands sont les plus forts, et à un moment donné, ils étaient tous assis, les traîtres, dans une salle entourée d'agents de la Gestapo. Jacques, il était emmené complètement en sang et tout, et ils ont dit: allez Jacques, avoue ce que tu sais, c'est perdu en tout cas, quoi. Et Jacques, il les a regardés avec son air que nous, après, on connaissait bien. Il les regardait, il dit: je ne vous connais pas, monsieur. Il n'a pas parlé. Et ils l'ont amené à Buchenwald, et donc le camp de la mort, hein, où il est devenu un des membres responsables internationaux de l'organisation armée des prisonniers de Buchenwald. Buchenwald, petite parenthèse, c'est intéressant de le dire aux gens qui ne connaissent pas, est un camp qui s'est libéré lui-même, quoi, hein. Il y avait un état-major international de chaque nationalité qui était représentée. Ils avaient volé des armes au SS, ils avaient fabriqué des armes eux-mêmes, ils avaient un poste émetteur avec lequel ils étaient en contact avec l'armée rouge qui avançait, et ils ont décidé de libérer le camp eux-mêmes avant que les SS commencent à liquider tout le monde. C'est toujours intéressant pour voir, et aussi pour tuer ce mythe que ces braves Américains qui ont libéré tous les camps, etc. Mon œil, quoi. Donc ça, à ce moment-là, je me sens
un peu à ma place, quoi. Je me sens bien, je suis entouré de bons camarades. Il y avait là des camarades dans ce parti qui avaient assisté à la fondation du Parti communiste en 1921, quoi. Il y avait Gliner qui était encore là, il y avait Relecom qui était là, son rôle reste à débattre, mais passons. Mais moi, d'être dans la même cellule qu'un Jules van der Linden qui avait réussi quand même à mettre sur pied, après le débâcle de la guerre, l'abandon de l'armée belge et tout ça, c'était un des gars qui avait remis sur pied le premier réseau communiste de nouveau, parce que tous les liens étaient coupés, et être assis dans sa salle à manger, en train de manger avec lui des choux de Bruxelles et des saucisses, en discutant avec lui et sa femme. Moi, comme gamin, c'était autre chose, hein. Maintenant, on dirait, oui, c'est comme si j'étais avec un grand chanteur rap chez lui à la maison. Et bien, pour moi, c'était cet effet-là, quoi. Et puis a commencé la longue route des groupes qui scissionnent, des groupes qui l'un s'entend pas avec l'autre, des règlements de compte, beaucoup encore de pendant la guerre qui se sont faits. Et puis j'ai entamé le long chemin de tous les groupes et groupuscules, quoi. Alors maintenant, ce serait peut-être intéressant de nous expliquer quelle était la ligne de Grippa. La ligne de Grippa était, en premier lieu, c'était assez clair. Il trouvait que le parti n'avait pas eu les justes mots d'ordre pendant la grève de 60-61, qu'elle était trop à la traîne de la FGTB, de l'appareil syndical, et puis aussi que le parti n'a pas mis tout son poids pour soutenir la lutte de l'indépendance du peuple congolais, quoi. Hein? Ils avaient quelques envoyés qui étaient en liaison avec Lumumba et compagnie, mais c'était un soutien quand même assez... D'ailleurs, il y a encore quelques militants que je connais qui vivent de cette époque-là, et il serait bien qu'ils mettent leur expérience sur papier, quoi. Mais le dernier qui vit encore, il n'a pas beaucoup envie de le faire, hein, parce que, bon, c'est pas très glorieux non plus, hein. Et donc, Grippa, donc, il est, j'ai bien compris, la plus grande partie de la fédération bruxelloise, oui, du Parti communiste belge part, et donc... Et les jeunes. Et les jeunes, oui, suivent Grippa, et donc, il y a un nouveau parti qui se crée. Alors, il s'appelle comment et d'abord le sigle, et puis tu... Parti communiste de Belgique. Ah. Voilà. Parce que Grippa considérait que ce nom lui revient parce que c'est lui qui a la majorité. Mais alors il y a deux PCB. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Et c'est pour ça que dans beaucoup de textes, on voit PCB, entre parenthèses, Grippa, PCB Moscou. Après, ça devenait très vite PCB Pékin, PCB Moscou, quoi. Parce que... Ah, voilà, c'est intéressant aussi. Là, ça devient intéressant. Parce que c'est la révolution culturelle entre 66 et 70, hein. Oui, et là, c'est là que le bas blesse. Grippa, au début, était très soutenu par les Chinois. Et ça allait loin, et je suis bien placé de le dire, il y avait les containers de livres qui arrivaient au port d'Anvers. Il y avait les immeubles qui... Parce que c'était un petit parti, hein, le parti de Grippa. Mais on avait des maisons
on avait un appareil, les Chinois, hein, on avait une imprimerie, petite parenthèse, qui venait de l'Allemagne de l'Est, hein, et bon, la rue du Palais, c'était une baraque énorme, quoi, qu'on avait là. Et qui se trouvait où, cette rue du Palais? Rue du Palais à Scarbeck. Ah oui, à Scarbeck, oui, Oui. oui, bien sûr. Oui. Oui. Hein, et donc, Grippa, il était considéré, il ne faut pas oublier, c'était le premier parti qui avait scissionné ouvertement contre Khrouchtchev et sa clique en URSS, quoi. Hein? Et là, les Chinois, ils le soutenaient, ils prenaient comme exemple, ils disaient aux autres partis, notamment au PCF, où c'était le bordel complet, très à la française, chaque ville avait son petit cercle marxiste-léniniste, mais l'un qui ne pouvait pas piffer l'autre. Et alors les Chinois, ils disaient, mais prenez exemple aux camarades belges, ils ont bien su le faire. Vient la révolution culturelle, et là, je crois que Jean-Jacques, il a mangé un morceau de poisson qui lui est resté à travers la gorge, quoi, parce que il était revenu d'une visite en Chine, où il avait été reçu en grande pompe par Mao et Chiang Chien, qui était sa femme de Mao à l'époque. Et la révolution culturelle battait son plein, et surtout contre un certain Liu Shaoqi, qui était un dirigeant chinois, qui avait écrit un texte assez ridicule pour être un bon communiste, qui était un texte très métaphysique, etc. Et Jacques, il trouvait que... qu'est-ce que j'ai dit, Shaoqi, hein? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Jacques trouvait que celui-là, il avait raison, et que Mao était un usurpateur, et en rentrant de Chine, il avait fait atterrissage à Tirana, où il avait dit à Enver Hoxha, qui était le dirigeant du parti albanais, et qui était, lui, comme seul dirigeant du bloc de l'Est, qui était du côté des Chinois, contre Khrouchtchev. Hein? Mais tu parles contre Khrouchtchev, mais Khrouchtchev a été quand même limogé avant, il a été limogé. Oui, mais ici, on est en quelle année? On est en 66. Oui, mais Khrouchtchev a été limogé en 63-64. Oui, mais c'était Khrouchtchev qui était à l'origine du révisionnisme. D'accord, hein? d'accord. Et oui, oui. Khrouchtchev ou Brejnev, c'était kiff-kiff, quoi. Hein? Oui. À part qu'ils avaient d'autres sources. Mais bon. Oui. Et donc, il fait escale à Tirana, et il dit à Enver, Mao est en train de et tchak, et c'est le bordel avec cette révolution culturelle. Là, les Albanais, ils ont sorti un document dont j'ai encore une copie quelque part dans mes archives. Nous pensons que le camarade Jacques Grippa est très fatigué et qu'il devrait un peu se reposer pour quelques mois. Ça avait évidemment des répercussions ici en Belgique, quoi. Nous, les jeunes, on voyait ce qui se passait en Chine, là, la révolution culturelle, en avant, ils mettaient tout en question. Nous, on voulait commencer aussi à l'intérieur du parti, avec tous ces vieux schnocks, vous allez un peu nous rendre compte, et c'est, comme c'était quoi ton attitude pendant la guerre et tout. Mais c'était costaud, hein. Et à ce moment-là, il y a la majorité du parti de Grippa qui a décidé de faire une conférence. Nous sommes en 67 maintenant. Novembre, la conférence de La Louvière, où il y a à peu près 180 délégués
qui se réunissent et qui ont dit on va pas faire du Khrouchtchev, mais sans Khrouchtchev, mais avec Grippa, quoi. Hein. Et c'était, boum, la grande scission, quoi. Jacques, il restait avec une poignée, surtout des apparatchiks qui étaient tenus aussi par le fric, qui continuait à arriver, hein, des Chinois, parce que c'était pas encore consommé, hein, la rupture. Et nous, on était, mais vraiment, on voyait, bon, maintenant, c'est un nouveau début, hein, le parti se renforce en se purifiant, hein, et on avait créé le PCNLB, le Parti communiste marxiste-léniniste de Belgique, avec son journal Clarté. Hein? Et c'est donc un parti donc maoïste. Oui, un parti maoïste, mais sans tomber dans la pensée Mao Tse-tung, quoi. Parce que ça, il y avait aussi beaucoup de partis et d'organisations d'origine petite bourgeoise qui trouvaient cette notion de pensée Mao Tse-tung que c'était une nouvelle dimension dans le développement du marxisme-léninisme, qui pour nous, c'était pas le cas. Pour nous, Mao, bon, je vais te dire, comme nous, on le disait à l'époque, c'était un chouette pays, mais il n'était pas plus grand que les 4 autres barbus et moustachus qu'on avait dans nos drapeaux. Quoi. Je voudrais te poser une petite question, oui. Puisque dans ces années-là, il y a quand même dans le mouvement communiste tiers-mondiste, il y a eu la révolution cubaine, et il y a quelqu'un qui a quand même une place importante, c'est Che Guevara. Oui. On vous en parliez comment? Vous situez comment par rapport au Che à ce moment-là? Contrairement à beaucoup de mes adeptes de l'époque, j'ai toujours considéré le Che comme un grand révolutionnaire, un homme intègre, vraiment l'exemple de l'homme nouveau duquel nous avons besoin si nous voulons arriver à quelque chose. Quoi. Quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, mais qui est animé d'un esprit internationaliste, sans équivoque, quoi, qui avait un amour pour l'être humain, ce qui n'a pas empêché de liquider des contre-révolutionnaires, hein, ce que je trouve tout à fait normal dans ma façon de penser. Quoi. Mais le Che, il a commis des erreurs, sa théorie du Fouquisme, qu'on pourrait commencer quelque chose avec un petit foyer d'hommes bien armés, etc. Il faut toujours avoir une liaison avec la classe. Et surtout, et c'est comme ça qu'il est arrivé à sa fin, quand tu t'engages dans une lutte comme en Bolivie et qu'au dernier moment, le PC bolivien, sous ordre des soviétiques, dit non, 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 et tu débarques là avec ta poignée d'hommes bien convaincus, là c'est quéquette, quoi. Hein. Il a payé de sa vie, quoi. Il a essayé aussi, et ça je trouve un combat remarquable, ce qu'il a mené au Congo, quoi. Parce que moi je me sens, en tant que révolutionnaire belge, même que je ne me sens pas belge, hein, mais j'ai ma dette vis-à-vis du peuple congolais, parce que j'ai fait partie du peuple qui a exploité pendant des décennies le peuple congolais. Pour moi, Pierre Moulélé, qui était le grand dirigeant des partisans armés lumumbistes après la mort de Lumumba, d'ailleurs je travaille sur un livre sur lui, pour moi Moulélé c'est l'exemple du révolutionnaire du tiers-monde, quoi. Et donc
Il a essayé le Tché, il l'a fait, il a échoué, quoi. Il y a eu des trahisons et tout, ça je suis bien d'accord. Mais alors, contrairement aussi à tous ces militants maoïstes qui criaient halte à l'assassin et tout, quand les Cubains sont intervenus en Angola, moi j'avais la banane. Quand je voyais, ils arrivaient là, ils ont liquidé la meilleure partie de l'armée sud-africaine, ils ont liquidé tous les fantoches angolais, Savimbi et compagnie, et c'est l'esprit de l'internationalisme, moi je le vois comme ça. Et pour moi, c'était pas des pions de l'impérialisme soviétique et tout, c'était des militants révolutionnaires qui allaient aider des autres révolutionnaires. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu aussi mon engagement personnel, quoi. Maintenant, tous ces trucs, il y a prescription maintenant. Moi, j'ai fait du trafic d'armes pour les révolutionnaires espagnols républicains. J'ai donné des coups de main pour l'IRA et l'IRSP en Irlande. Pour moi, c'était la même chose que monter sur les barricades avec les travailleurs de Clabec pour partir un an en Angleterre pour mettre sur pied le réseau international de solidarité avec les mineurs anglais pendant leur grève qui a duré un an et qui était le dernier combat décisif. Nous, on avait compris, les mineurs aussi, hein, les autres pas. Si on allait perdre cette bataille-là, ça c'était l'autoroute pour le néolibéralisme qui était grande ouverte, quoi. Et la preuve a été là. Madame Thatcher, c'est pas pour rien qu'elle parlait de l'ennemi within. Les mineurs, c'était l'ennemi de l'intérieur. Et il fallait les casser de tout moyen, quoi. Il y a des dizaines de morts pendant cette grève. Très peu de gens se rendent compte. Tenir une grève pendant un an, et nous, on faisait le tour du monde pour ramasser des vivres, de l'argent surtout. Il y a aussi de l'argent qui a été donné, notamment par le camarade Kadhafi. Lui, il a craché à l'époque. Ce qui était normal, quoi. L'Angleterre, c'était son ennemi, et bon. Mais c'était l'importance de participer, d'être là dans des combats décisifs. Je me suis donné corps et âme aussi pour le combat des travailleurs de Clabec. Les forges de Clabec... Attends, on va essayer de suivre la chronologie. Tu Oui. suis la chronologie, je suis bien d'accord. Oui, hein. Mais tout à fait. Mais sage, simplement pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent situer un petit peu chronologiquement, hein, Oui. pour savoir dans quelle décennie on se trouve. Hein. Donc, en fait, ce dont tu parlais, Margaret Thatcher, sauf erreur de ma part, arrive au pouvoir en 78. Hein. Reagan a été au pouvoir de 1982 à 1990. Mais Mitterrand dans le même sac. Alors Mitterrand, il est là de 81 à 95 si on prend ces deux septennats, mais la droite a dirigé hein, pendant avec Chirac et Balladur entre-temps. Hein, voilà. Et alors Clabec, ça vient plus tard. Donc, hein, Clabec, tu peux rappeler les dates? Il y a eu d'abord les grèves des mineurs en Angleterre, c'était 84-85, de mars à mars. Et alors Clabec, c'est très difficile de mettre une date, quoi. Clabec, c'est une boîte sidérurgique dans le Brabant wallon, hein, près de Tubize, et depuis des années, ça a toujours été un bastion des luttes de classe.
c'était, malgré la ligne syndicale de l'époque, il y a toujours eu quelques bons délégués, qu'il était au Parti communiste ou pas, mais c'était des gens, par exemple, il y avait beaucoup d'assemblées, historiquement déjà, je te parle des années 50 et 60, et beaucoup de réunions syndicales commençaient par un militant qui faisait un exposé de 10 minutes à un quart d'heure sur un texte de Marx. Par exemple, prix, salaire et profit, pour qu'on explique aux travailleurs ce que c'était la plus-value, que c'était eux qui créaient la richesse et pas le patron. Mais c'est important de faire ça. Et pour ça, tu as toujours eu pas mal de militants qui réfléchissaient, quoi. Tu as toujours eu des militants de choc, là. Il y a eu Sab et des Antoine dans les années 70, et puis c'est aussi une boîte qui était toujours sous la coupe de fermeture, restructuration, etc. Il faudrait peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices français, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Donc Clabec, c'est quoi, une trentaine de kilomètres de Bruxelles? Je ne connais pas la distance. Même pas. Oui, une bonne vingtaine de kilomètres. Et c'est donc dans le Brabant wallon. À l'ouest du Brabant wallon. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et donc, à un moment donné, on commence. C'était le cinéma habituel, le gouvernement wallon qui prenait des parts là-dedans, etc. On donnait des subsides, et puis on revendait à des patrons voyous qui, eux, ce qu'ils voulaient, c'était ramasser les subsides, c'était revendre les meilleures parties, et puis le reste, bon. Et c'est comme ça que Clabec a terminé. Mais bon, à un moment donné, il y a quelques jeunes délégués, dont un, Silvio Marra, est toujours un de mes meilleurs amis. Je le vois tous les 2-3 mois. On passe l'après-midi ici dans la librairie, on chante Le Monde, hein, et on fait toujours des combats d'anciens combattants, quoi. De nouveau, à l'usage de ceux qui nous écoutent, je voudrais signaler que sur ma chaîne, j'ai interrogé Silvio Marra et que cette vidéo s'intitule Lutte syndicale aux forges de Clabec. Je te laisse poursuivre. Voilà, magnifique. Ça me fait plaisir. Et c'était le militant de souche italien, le gars de trempe communiste. Je ne sais pas s'il a été au parti, je ne crois pas. Je sais qu'il a fait partie de groupes marxistes-léninistes dans les années 70 en Belgique, mais c'était le gars qui, pour lui, le travail syndical, ça ne se faisait pas tout seul par les délégués, mais c'est le gars qui a toujours un entourage autour de lui, quoi. Et à travers lui, ils ont engagé D'Orazio, qui était lui le tribun. Il parle bien, parfois il dit des conneries, mais il parle bien, et c'est un gars qui avait l'oreille des travailleurs, quoi. Et alors, c'était ce truc de Clabec, c'est qui nous, militants révolutionnaires, que je suis toujours, ce que nous, on aimait bien, c'était que tout était fait en assemblée, quoi. Micro ouvert, tu avais 1000 travailleurs qui étaient là, et c'était... Et oh les gars, c'est pas parce que moi je le dis, hein, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, venez hein, proposer autre chose. Hein. Il a même invité à la tribune une fois une journaliste du soir qui n'arrêtait pas d'écrire des calomnies sur les travailleurs de Clabec, et qu'ils ont une fois dit, bon madame, venez vous exprimer ici, il n'y a personne qui va vous toucher, hein. Vous pouvez les... Hein?
Bon, la main n'a pas voulu, mais l'esprit était ouvert, quoi. Et l'esprit Clabec, c'est aussi quelque chose qui avait ça d'intéressant, que ça commençait à aller vers d'autres boîtes, quoi. Tu avais Volkswagen ici à Forêt, où il y avait aussi quelques bons délégués, quelques bons militants. Il y avait Caterpillar à Gosselies, hein, et comme par hasard, c'est des boîtes qui sont fermées maintenant, hein, et où tu avais aussi un prolétariat qui voulait lutter, quoi. Et il était arrivé à un moment où quand une usine démarrait une action, c'était tout de suite répandu, quoi. Les gars de Clabec, ils avaient aussi cette idée formidable. Bon, ils participaient à tous les combats, aussi qui n'étaient pas directement liés à l'entreprise, quoi. Le combat pour l'école démocratique. Les gars de Clabec, ils arrivaient à 500 dans des manifs de lycéens, quoi, hein. Impressionnant, hein, avec leur machin de haut fourneau et les casques et tout. Vous voyez, les étudiants, oulala, maintenant, on est bon, hein. Ils étaient aussi à l'origine de usines sans racisme, très important, comme c'était une boîte où il y avait autant d'immigrés qui travaillaient que de Belges, c'était la première usine sans racisme, hein. Et tout ça, ça faisait que pour moi, la grève de Clabec, ça commençait à avoir une dimension qui dépassait cette lutte de tous les jours pour 7 francs de l'heure en plus, quoi. Tu peux rappeler en quelle année c'était? C'est un combat qui a duré quand même plusieurs années, hein. Au moins la décennie, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, 90. Et à un moment donné, il y a eu des provocations de la part de la direction, et il y a eu un type de la direction qui a reçu une pêche. Tu fais référence à Zener. À Zener, oui, qui, comme par hasard, était aussi un député NR. Donc c'est libéral, hein, pour... libéral, oui, et qui avait reçu une pêche, et on a voulu dire que c'était Roberto qui l'avait frappé. Nous, on savait très bien que c'était pas Roberto, nous, on sait qui c'était. Et alors, le type, il s'est promené pendant 2 jours, de journal en journal, avec ici le truc ouvert, quoi, hein. Il y a eu des trucs, il y a eu, j'ai ça ici comme par hasard, hein, il y a eu la gendarmerie qui a tenté d'organiser une embuscade sur l'autoroute, et alors, une autopompe, c'est fort, mais les bulles de Clabec, ils étaient plus forts, quoi. Hein, et là, à ce moment-là... Donc, tu peux expliquer, donc il y a un bulldozer qui a renversé des voitures... Des autopompes. Des autopompes et des camions de la gendarmerie qui volaient de tous les côtés. Et nous, on était là quand même 700-800, avec des bâtons, et on était là, on a dit, c'est pas bon ce que vous voulez faire. On avait eu l'autorisation de bloquer l'autoroute, et ils nous ont attaqués dans le dos et tout ça, et on n'a fait pas ça. Et alors, bon, petit à petit, cette lutte devenait très mobilisatrice, et alors, il y a eu le point culminant, c'était la grande manifestation de 97, en février, à Tubize. Il y avait 70 000 travailleurs un dimanche, dans la tempête de neige qui manifestait dans les rues de Tubize, quoi. D'ailleurs, il y a au moins un tiers qui n'a pas pu débarrer parce que tout Tubize était bloqué, quoi. Il n'y a plus moyen. Et là,
la bourgeoisie a dit, bon, on va leur mettre un procès sur le dos. Procès pour rébellion, etc. Petit rappel historique, en 1886, les verriers et les houillers du pays de Charleroi en avaient marre d'une énième diminution de salaire et ils ont dit, comme on n'a plus de bois pour se chauffer, on va aller brûler les châteaux des propriétaires des mines. 1886. Il y a eu des morts à Rouen un peu partout. Et alors la bourgeoisie a voté des lois à ce moment-là. La bourgeoisie a dit au Parti social-démocrate de l'époque, on vous donnera quelques miettes, mais c'est fini hein, avec des émeutes comme ça et tout. Tenez vos troupes en main, sinon vous n'aurez rien. Et alors ils ont voté des lois. Et c'est sous ces lois-ci qu'on a voulu condamner les ouvriers de Clapec. Hein? Ils en étaient, en tout, ils étaient une quinzaine, dont tous les dirigeants, il y avait Silvio, Roberto, il y en avait plein. C'est un procès qui, comme tout procès dans le système bourgeois, hein? Et qui les a épuisés aussi. Hein. Qui les a épuisés, et il y a des moments, j'en ai encore parlé récemment avec Silvio, ils nous ont eu quoi? C'est eux qui, à ce moment-là, ils ont choisi leur terrain de combat, qui était la salle d'audience au palais de justice. Nous, on mobilisait, hein. Il y avait des jours où il y avait 1000 personnes devant le palais de justice à Bruxelles avec meeting, Claude Semel qui venait chanter et tout. Il y avait des troupes de théâtre qui venaient, le groupe of de Liège et tout, ils venaient faire des spectacles. Mais quel était l'enjeu parce que pour toi tout ça est évident, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer l'enjeu de ce procès? L'enjeu, c'était qu'il y avait des travailleurs qui allaient tout perdre et qui attendaient 15 ans de prison, quoi. Hein. Et donc, pour nous, c'était important. Et pour les gars eux-mêmes, ils s'en foutaient pas mal des 15 ans de prison. Hein. Mais c'était le principe et... Non, un grand principe léniniste, utilisons le théâtre de la bourgeoisie, la justice de classe, pour mener notre combat, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et on avait mobilisé, à cette époque-là, ça existait encore, des avocats qui étaient du côté du peuple, et qui venaient, il y avait Feu Krivine, Feu Michel Grindorge, il y avait Jacques Hamed qui était là, je crois que Bautier à un moment donné, il était là, oui, Georges-Henri Bautier, il était là à un moment donné, et donc on avait des bons avocats et tout, et pour terminer une longue histoire, on a gagné ce procès, mais en fanfare, quoi, hein. Il n'y avait rien, leur dossier était vide, on a gagné. Non, on n'a pas gagné. On a gagné le procès, mais on a perdu la bataille de classe, parce que toute notre énergie, tout notre temps, toute la solidarité qu'on avait besoin était aspirée dans ce procès, et la lutte, c'était fini. C'est mon analyse. Hein? Je ne sais pas si Silvio ou les autres, c'est leur analyse aussi. Mais la grande victoire, je sais qu'on a tous pleuré. On a bu du champagne hein, ce jour-là. Hein? Mais le combat était un peu essoufflé. Et aussi le drive qu'il y avait dans ce mouvement de renouveau syndical qui réunissait plusieurs centaines d'ouvriers, de délégués, de dizaines d'entreprises de toute la Belgique
qui se revoyaient régulièrement une fois par mois, on a fait ça encore, mais c'était pour le procès. Et le MRS était devenu, pour moi, une coquille vide. Tu peux rappeler ce que c'est que le MRS? Le mouvement pour un renouveau syndical, c'était ce mouvement que les travailleurs de Clabec avaient lancé pour donner une structure à ce combat et pour aussi donner une structure à ce mécontentement contre ce syndicalisme de bavardage, de papotage, quoi. Nous, on voulait un syndicalisme de lutte de classe. Et il y avait un besoin. Mais il fallait que la lutte continue. Et ça, le procès, il a réussi. Pour moi, hein, encore une fois, j'insiste. C'est mon analyse, quoi. Et voilà, nous sommes maintenant en 97. Et puis, tu pourras entamer la deuxième partie de ton interview. Oui, parce qu'en 97, oui. Le jour avant la grande manifestation de Clabec, est ouverte ma librairie Aurora en présence de Silvio Mara et Roberto Dorazio et des dizaines d'autres camarades, quoi. C'est très bien, mais je voudrais, avant de passer à la deuxième partie, quand même te poser encore l'une ou l'autre question. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, c'était une défaite malgré la réussite judiciaire, si je puis dire. Oui. Hein, c'est une défaite sur le plan politique et social. Oui. Voilà, donc, Oui. donc ça constitue une certaine coupure et rupture dans ta vie de militant. Tu es toujours militant révolutionnaire, mais on peut dire qu'à ce moment-là, il y a eu un événement phare qui... alors, est-ce que ça constitue, comment dirais-je, pour toi, un échec à l'intérieur d'une longue guerre des classes qui n'est pas terminée? Et est-ce que, par la suite, avant de parler de la librairie, il y a eu encore des combats? Parce que ça date d'il y a 20 ans, quand même, ce qui s'est passé, les événements. Oui. La fin du procès date de quand? Ça, je ne sais pas, par contre. Je ne le sais plus. Début des années 2000. Début des années 2000. Ouais. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu estimes que je veux dire, on est rentré dans une nouvelle ère, ou une nouvelle époque, où les combats sont toujours présents, mais n'ont peut-être plus tout à fait la même forme et la même force, ou bien tu estimes qu'il y a une continuité, je ne parle pas du système capitaliste, parce que ça, il est toujours là, mais je veux dire, au sein de la classe opprimée, la classe ouvrière, est-ce qu'il y a une rupture à ce moment-là? Pour moi, oui. Dans les combats, je dis bien dans les combats. Pour moi, dans les combats, oui. J'aurais bien aimé voir un esprit Clabec exister encore au moment où nous avons entamé la lutte contre le gouvernement crypto-facho Michel MDA. Quoi. C'est ça. Là, tu aurais vu autre chose. Parce que, honnêtement, Jean-Michel, je ne sais pas comment toi tu le sens, mais moi, les promenades, gare du Nord, gare du Midi, j'en ai ma claque. En plus, il y a 7 ans, j'ai fait un AVC, je ne sais plus marcher tellement loin, je préfère encore castagner pendant 15 minutes avec les flics que cette promenade avec les carapaces et les pétards, quoi. C'est pas ça. Et donc, il faut d'urgence remobiliser, retrouver une dynamique pour la lutte du prolétariat, et il faut dépasser ce stade aujourd'hui. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Je ne vais pas faire ici le procès du PTB, mais c'est quand même lamentable quand on voit ce qui se passe. Oui,
oui, et on est, oh, et c'est tous des méchants, et ils prennent de l'argent dans les caisses. Mais ça, le prolétaire, il le sait depuis l'origine de son existence en tant que prolétaire. Il sait que l'autre côté, ils prennent dans les caisses, quoi. Et c'est pas ça le plus important. C'est donner des mots d'ordre en tant qu'organisation de la classe ouvrière pour empêcher qu'il continue à le faire. Et de monter le degré de la lutte pour qu'il commence à faire peur. Il faut que la peur change de camp, hein, parce que maintenant, il y a plein de prolétaires qui ont 2 ou 3 boulots et ils ont peur qu'ils en vont perdre un parce que, alors ils ont encore 2 boulots, mais c'est plus assez pour vivre. Et c'est tout cet esprit que on doit mettre de nouveau une colère, quoi. Par ça, tu as vu de la colère dans la manif pour les pensions. Moi, pas de c'est. Moi, je suis en colère quand je vois ma pension qui arrive, quoi. Là, je suis en colère. Mais je le sens aussi quand je marche là. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils viennent, oui, ils viennent contre la pension à point et contre la pension jusqu'à 67 ans. Mais on ne donne pas de mot d'ordre. Et on ne donne pas maintenant, on va faire ceci, et maintenant on va faire cela. Non, on va revenir dans 3 mois. Ah, attention, 3 mois, c'est les congés payés. On va revenir en octobre. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on mène la lutte. Il faut... Moi, chapeau pour les cheminots en France, hein. C'est une lutte 2 jours par semaine. On remobilise, on fait des actions éclats, on essaye d'avoir des gens d'autres secteurs de leur côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'était la manif des pensions. En même temps, tu as la grogne parmi les enseignants. Ça coince de tous les côtés. Tu as la grogne dans le secteur des soignants. On voit aussi qu'il y a des trucs, les maisons de repos, on voit les cheminots, on voit aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Les techs, tous les vicinaux, ils étaient... Qu'est-ce qu'on attend pour unifier tous ces luttes et pour dire, bon, maintenant, on met le bloc et on va boire. 1 semaine, et on va boire. Si ça flanche, ça flanche. Mais pas comme ça, les promenades, le pape. Je voudrais te poser encore 2 questions, ouais. Et puis alors on aborde vraiment la partie librairie. Comment tu vois, tu as parlé du PTB, donc du parti du travail ou des travailleurs de Belgique, je ne sais plus. Du travail. Du travail de Belgique. La gauche radicale en Belgique couvre un spectre ou un éventail plus large. Le PTB a choisi l'option parlementaire, donc de ton point de vue, j'imagine qu'il est bien éloigné de ce que l'on peut appeler une gauche de type révolutionnaire. Quand tu vois les autres groupes qui existent, je dirais, et que l'on voit dans les manifs, le PSL, la LCR et d'autres groupes encore, comment tu vois, au fond, ce panorama politique de cette gauche radicale, parce qu'il faut bien lui donner un nom, ou la gauche de la gauche, enfin, peu importe. Non, je t'interromps. Non. C'est la gauche du capital. Eh ben voilà, et là, je voulais t'entendre. Pour moi, là, tout est dit. C'est des gens qui restent dans ce carcan, le capitalisme est là, et ni le PSL, ni le PTB, ni je ne sais pas quel nom les autres trotskistes ont... La LCR, oui, la LCR, mais qui n'est plus la LCR, c'est la
le parti anticapitaliste ou des trucs comme ça, ils restent dans la logique du capital. D'ailleurs, bon, moi j'ai quand même lu un peu de Marx, et Marx il a dit, il ne s'agit pas d'adapter, d'améliorer le système capitaliste, il s'agit de le détruire. Et toutes ces organisations restent aussi dans une logique de la démocratie. Mais la démocratie, on oublie toujours un mot qui va avec, c'est la démocratie bourgeoise. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de cette démocratie bourgeoise. Ma démocratie à moi, c'est la dictature du prolétariat. Et la dictature du prolétariat, c'est la dictature des 99% sur les 1%. Tandis que maintenant, tout le monde parle des 99%. Nous sommes les 99%. Oui, mais on ne fait rien avec qu'on a les 99% parce que on reste dans le cadre de la démocratie bourgeoise. Et quand il y a 10 petits casseurs qui jettent des pierres sur les flics, oh, regarde les méchants, c'est sans doute des provocateurs. Oui, sans doute qu'il y a des provocateurs dedans. Mais quand les quelques centaines de dockers en 2014 ont un peu nettoyé les boulevards autour de la gare du Midi, c'était pas que des provocateurs, hein. C'était une frange du prolétariat qui a dit « Eh, nous, on en a jusque-là. Hein. » Et comme j'ai été docker moi-même, c'est un boulot dangereux. Et c'est un boulot aussi où tu vends tous les jours ta force de travail à un patron. Tous les jours. Hein. Et tu as un système social, quand tu n'as pas de travail, tu touches 90% de ta paie. Les dockers se sont battus pour ça. Maintenant, l'Europe veut liquider ce système en Belgique et en Espagne. Bon, mais c'est là aussi la peur aussi de cette gauche bobo, la peur de la violence révolutionnaire. C'est quelque chose, c'est comme si le capital n'utilisait pas sa violence tous les jours vis-à-vis des gens qu'on les appelle classe ouvrière. Moi, je préfère les appeler prolétaires. Quoi. Comme on est dans une société où la marchandise est roi, le prolétaire, c'est celui qui, et je cite de nouveau Marx, qui n'a rien d'autre à vendre que sa force de travail. Et il y en a encore. Hein. Pour moi, les gars qui travaillent chez Bol.com, chez Amazon, chez Deliveroo, pour moi, c'est des prolétaires. Hein. N'est pas seulement prolétaire le mineur de fond, le docker et le métallo. Hein. Y a un nouveau prolétariat. Même, j'irais aussi loin de dire que le petit commerçant de quartier, c'est aussi un type qui est prolétarisé, quoi. C'est un type qui, bon, il est sous la coupe de ceux qui mettent les prix et tout. Donc, le prolétariat est bel et bien encore là. Hein? Le prolétariat industriel, il diminue. Mais, pour moi, un enseignant, il fait partie des prolétaires. Hein? C'est pas... là aussi, la bourgeoisie a été très habile, c'est de faire croire que « mais non, vous n'êtes pas prolétaire, vous êtes au-dessus. Regardez comme l'autre, il a les mains sales. Et vous, vous avez votre stylo pour écrire. Ah, voilà. » Et on essaie de continuer de plus en plus de diviser cette masse.
Et cette masse, elle y participe aussi maintenant. Hein. Toutes les luttes maintenant sont saucissonnées. Il me manque quelques dents pour ça, ça siffle un peu. Quand on voit, on m'a interdit de participer à une manif du 8 mars parce que j'étais pas une femme. Eh oh, ça va un peu là, les nénettes. Non mais, c'est une manif uniquement pour des femmes. Ah bon? Et demain quoi? Une manif pour un homosexuel unijambiste et borgne. Et quand tu es hétérosexuel, tu ne peux plus venir. Tout maintenant, il y a ces crétins des indigènes de la République. En tant que blanc, tu ne peux pas parler sur la lutte anticolonialiste. Mais enfin, c'est... Allez, quand on dit ça à des militants français blancs qui ont été assassinés, massacrés pendant la guerre d'Algérie, qui sont ces petits cons-là pour interdire à nous d'être solidaires avec les luttes des peuples noirs, quoi? Nous, on avait créé ici un comité de soutien aux Black Panthers aux États-Unis. On était tous des blancs, hein? Bon, désolé, je peux aller sous le banc solaire. Non, mais arrêtons, quoi, ça devient ridicule, ce discours identitaire et tout. On nous divise et on participe à cette division. Si la bourgeoisie le fait pas, il y a des franges du mouvement qui vont le faire. Oui, je me laisse aller un peu ici. Écoute, je te remercie vraiment pour la première partie, oui, parce que nous finissons seulement la première partie. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire marxiste, parce que tu as longuement parlé du prolétariat en le définissant, il faut peut-être redéfinir quand même ce que c'est que la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie, c'est la classe sociale qui est propriétaire des moyens de production, qui vit du travail des autres et qui l'opprime. J'essaie de résumer, il y a peut-être encore d'autres choses à dire, mais j'essaie de dire d'une manière très simple, et si possible pédagogique, puisque c'est mon métier. Voilà, et que donc, derrière le paravent d'une expression que tu as utilisée, démocratie bourgeoise, il y a bien une expression qu'on n'utilise jamais, c'est celle de dictature de la bourgeoisie, parce qu'on présente souvent sous forme d'épouvantail la notion de dictature du prolétariat, oubliant qu'il y a une dictature actuelle qui est celle de la bourgeoisie, mais qu'il faut mettre en parallèle, parce que sinon, les méchants, ce sont ceux qui veulent installer une dictature, oubliant qu'il y a une dictature. J'essaie de résumer ta pensée et de l'illustrer de telle manière qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. On parle toujours des radicaux comme s'il n'y a pas des radicaux de l'autre côté aussi. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais il faut quand même replacer les choses dans le contexte. C'est comme s'il n'y avait que des combattants d'un côté, les méchants, et que d'autre côté, là, c'était au fond des gens qui étaient sur la défensive. Pour l'instant, on peut bien dire que la classe ouvrière est sur la défensive et que l'offensive, elle est bien ailleurs. Donc les Panzerdivision, elles sont du côté du capital. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc j'ai essayé de résumer un petit peu. Maintenant, je vais t'interroger un petit peu. J'ai dit que ce serait une partie nettement plus courte. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette librairie que nous allons voir dans quelques instants? Je donnerai d'ailleurs également l'adresse, parce que je trouve que ça vaut la peine d'y venir, tout d'abord pour le contenu, mais aussi parce c'est un lieu particulièrement original à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer, de fonder cette librairie si originale? Oui, début des années 90, je vivais avec feu ma compagne Britt, qui était une communiste danoise et qui était venue vivre avec moi. Et alors on avait mis tous nos livres ensemble
Et on a commencé à regarder, on a commencé à rigoler. J'ai dit, mais enfin, on a tout en double ou en triple ici. Hein? Elle était très mal en point, elle souffrait d'un cancer et tout. Et nous, on avait l'idée d'aller vivre à la campagne, mais elle nécessitait des soins tellement importants qu'on a dit, bon, on va aller vivre à Bruxelles et on va ouvrir une petite bouquinerie. Et on a commencé avec nos livres qu'on avait en double. Donc moi j'avais ici gardé... même ou ailleurs? Ici même. On a commencé, oui, en 96. Et on a commencé avec, je crois qu'on n'avait même pas 500 titres quand on a commencé. Et puis petit à petit, moi j'allais faire les puces et les trucs comme ça. Il y avait des militants qui venaient, tiens... mon père est mort ou mon grand-père est mort, est-ce que tu ne veux pas venir racheter sa bibliothèque et tout. Et petit à petit, c'est devenu ce que c'est maintenant, quoi. Toujours avec un esprit, et ça va étonner beaucoup de gens qui me connaissent. Moi, je suis un militant marxiste, léniniste, communiste, rigide, stalinien, tout, mais dans ma librairie, il y a tout le spectre de gauche qui est présent. Il y a Joseph à côté de Léon, il y a Bakounine à côté de Miguel Hernandez, il y a Brecht, il y a Mayakovsky, au niveau pédagogique, il y a Freinet, il y a Paulo Freire, si je trouve encore des choses, parce que là maintenant, on devient à, d'un côté, une pénurie, les sources commencent à sécher, et deuxièmement, et là tu vois que le capital a sa main sur tout, il y a la spéculation contre le livre de gauche, quoi. Essaye de trouver en occasion, par exemple, un livre de Gramsci. Ça devient impossible. Essaye de trouver du Daniel Guérin en occasion. Non, plus possible. Essaye de trouver du Marx en occasion. Et pour ça, que moi je suis obligé de commencer petit à petit à prendre du livre neuf, parce que je sens la nécessité au moins d'avoir tout Marx, tout Engels et tout Lénine. Je dois pouvoir mettre ça à la disposition des gens qui veulent les lire et qui, mieux encore, qui veulent les utiliser comme instruments dans leur lutte, quoi. Et donc, petit à petit, je me suis fait un nom, pas seulement en Belgique, j'ai des clients jusqu'en Inde, au Canada, Autriche, Suisse, France évidemment, parce que j'essaie quand même d'être encore un peu moins cher qu'en France, où les prix, si, il y a quelques librairies comme la mienne en France, mais ils souffrent aussi, hein, ils souffrent. Hein. Et puis, il y a, mais ça c'est inhérent au système, il y a les loyers qui sont là, qui n'arrêtent pas d'augmenter, etc., etc. Mais je ne vais pas faire ce procès-là. Il faut dire que nous, on a quelques-uns, on a décidé aussi, puisqu'on ne trouve plus certains livres que nous, on trouve qui sont importants, qu'on commence à éditer nous-mêmes, petit tirage. On a sorti un livre sur Cabral, on a sorti Marighella sur la guérilla urbaine, on a sorti un livre sur la question nationale en Turquie, on a sorti un livre avec les textes et les discours du Tché, on donne des coups de main à d'autres camarades comme
Anne Vanès qui a voulu sortir son livre Rosa Luxembourg et les socialistes belges, que nous on trouve qui est un livre très bien, eh bien on a mis à notre disposition le savoir-faire qu'on a. Il se fait qu'il est devant moi, je vais le montrer. Voilà. Voilà, comme ça je lui fais un petit peu de publicité. Tu peux le tenir en main. Voilà. Voilà, tu peux le monter un tout petit peu. Monter. Voilà, comme ça. Voilà, merci beaucoup. On a bien fait la pub. C'est bien. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Et je me permets d'autant plus de le montrer que j'en ai rédigé l'introduction. Voilà. Voilà. Non, mais c'est parce qu'avec les moyens techniques actuels, ce n'est plus l'édition qui coûte les yeux de la terre, mais c'est la distribution, quoi. Et donc, il faut remettre sur pied un réseau de distribution, comme il y a mon ami Eric Rudberg, il a publié un livre formidable, des textes de Clara Zetkin, qui était une grande militante féministe dans les années 20, qui était une dirigeante de l'Internationale communiste, et qui a écrit des lettres au Club des femmes musulmanes. Eh bien, c'est une petite plaquette formidable. D'ailleurs, Eric, si tu nous écoutes, il m'en faut de nouveau. Et lui aussi, il travaille de cette façon-là. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il faut aller porter chez les libraires et les places deviennent tellement chères chez les libraires qu'il y en a, notamment un que je ne vais pas citer, mais qui demande un prix de location de mètre courant, quoi. Donc, tu peux mettre tes livres en dépôt, mais tu payes la place. Arrêtons. Mais ça, donc, maintenant, ça fait 22 ans que je suis ici. Je ne vais pas rester ici jusqu'à la fin de ma vie, mais ce serait dommage si un jour ça devra s'arrêter. Ce que je pourrais faire, c'est prendre la plupart des titres avec moi et commencer à vendre sur Internet, quoi. Déjà, c'est un mot qui est interdit ici, Internet. Télécharger, là, c'est 12 ans de prison quand tu utilises ce mot ici. Moi, je te donne 12 ans de prison parce que quand tu télécharges, tu ne viens pas chez moi. Comprenez? Non, mais c'est dur. C'est pas pour rien que on peut dire qu'il y a un bouquiniste qui ferme par semaine à Bruxelles. Hein? Et c'est partout dans le monde comme ça. Et moi, je crois que, touchons du bois, que je suis dans ma niche où j'ai quand même maintenant, parlons pas de monopole, hein, mais où j'ai quand même un peu, les gens me connaissent, quoi. Mais il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont encore, il y a 20 ans, ouais, Flore, il a ça. Non, Flore, il n'a plus ça, parce qu'il ne trouve plus ça. Et avant, je pouvais encore utiliser ce mot que je ne peux pas prononcer, Internet. Quand tu vois les prix qui circulent maintenant sur Internet, tu arrêtes, quoi. Tu arrêtes. 28 € pour une petite collection Maspero. Avant, on va faire le tour ensemble hein, de la... Ah bon? Oui, tu vas nous la présenter. On va passer... ça ne te dérange pas? Non, non. Ça m'est venu à l'esprit, mais pourquoi pas? Hein, on va passer les principaux rayons, les catégories, et voilà, et montrer un petit peu ce qu'il y a dans la librairie. Je voulais te dire quelque chose, mais quoi? Oui, je voulais encore te poser une petite question, juste avant qu'on fasse cette démonstration. Je voulais savoir, parmi les... ceux qui viennent à la librairie, est-ce que tu pourrais, peut-être sociologiquement, dire
si on peut les classer dans l'une ou l'autre catégorie. Est-ce que ce sont plutôt des nostalgiques, donc des plus âgés, des jeunes? Est-ce que ce sont essentiellement des gens du quartier, des gens qui sont au courant parce que, voilà, ils viennent même de l'étranger ou d'autres parties de la Belgique parce qu'ils sont au courant que... voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu si on peut... Tu peux... C'est un amalgame. Voilà. C'est vraiment un amalgame. Il y a le prof d'UNIF, il y a le prof d'histoire, mais il y a aussi les étudiants qui viennent. Bon, parfois, je vois ça, quand je vois 4-5 types qui viennent pour le même texte, je dis, tu es à l'EOS? Oui, notre professeur a dit, l'école ouvrière supérieure, oui, notre professeur a dit, tu vas chercher chez Aurora, il doit en rester quelques-uns. Dis, oui, continue. Et donc, il y a aussi, mais ça, j'ai l'impression que les militants des organisations, ils lisent de moins en moins. Avant, j'avais parfois une bagnole avec 4 militants trotskistes de Liège qui venaient et qui sortaient avec une valise, quoi. Ça, les dernières 10 années, je ne me vois plus, hein. Je crois que... Enfin, bon, non, je ne vais pas être méchant. Ça va. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot, tu pourrais dire, parce que, hélas, ce n'est peut-être pas de notoriété pour le grand public, nous expliquer l'origine du nom de ta librairie. Oui. Je vais faire d'ailleurs, à l'arrière, je vais montrer quand même... voilà, je vais montrer... voilà, je vais d'abord montrer, voilà. Donc ceux qui sont en face, ils voient en fait ce navire, mais à l'envers. Ils le voient en noir. Ici, évidemment, quand on est dans la rue, on le voit en rouge. Alors, je laisse... s'appelle Aurora. Et Aurora, il y a 3 raisons. C'est, en tant que communiste, je crois en l'aurore. Le soleil du matin qui se lève et qui est la lumière du communisme. Et qui est lié aussi à la revue Clarté. Non, enfin, à l'origine, non, ça n'a pas de lien. Non. Parce que Clarté, c'est aussi le soleil qui se lève. Voilà, hein, c'est proche. Hein. C'est proche, hein, voilà. Mais deuxième raison, c'est la cuirassée avec les marins bolcheviques qui ont monté la Neva à Saint-Pétersbourg en 17 et qui ont tiré quelques obus en blanc sur le palais de l'hiver pour dire c'était 2 en blanc, maintenant on va prendre du lourd, et qui ont quand même précipité aussi la prise du palais d'hiver en octobre 17. Et troisièmement, ça c'était très personnel, j'aime beaucoup Brecht. Hein, je trouve, s'il y a quelqu'un qui a pu expliquer la notion de la dialectique de façon compréhensible dans la vie de tous les jours, dans ses poèmes, dans ses pièces. Bon, je l'adore, Brecht. Pour moi, c'est un chef. Eh bien, Brecht, quand il a dû quitter d'abord l'Allemagne, il est allé en Tchécoslovaquie, à Prague, et il a dû cavaler à Prague ensemble avec un des frères Mann, hein, de grand écrivain allemand, et un troisième, mais ce nom m'échappe, et à eux 3, ils ont fondé une maison d'édition en exil à Londres qui s'appelait Aurora, et qui comme sigle avait un petit bateau voilier très stylé, quoi, hein. Et donc, voilà les 3 raisons pourquoi je m'appelle Aurora. On va faire le tour de ta librairie
si ça ne te dérange pas. Oui. Et alors, tu vas nous commenter, je suppose, on va peut-être commencer par ce mur-là où se trouvent les grands classiques, et puis on va faire le tour que tu m'indiqueras. Je vais d'abord montrer ceci. Donc il y a au-dessus, je vois, voilà, du Che Guevara, en dessous Rosa Luxembourg, on l'a vu, et alors en dessous, donc... Saïda Menebi, c'était une révolutionnaire marocaine, grande poète aussi, et qui a été emprisonnée dans les années 70 au Maroc, et notamment qui avait écrit aussi une analyse très ponctuelle de la prostitution au Maghreb. Et ça, on n'aime pas. Hein? Mais nous, on l'aime beaucoup. Oui, oui. Bon. Alors, il y a Carlos Marighella, qui était un communiste brésilien, adepte de la lutte armée, et qui a écrit des textes comment s'organiser dans la clandestinité, quoi. Entendu. Et puis Rosa et le Che, tout est dit, quoi. Voilà. Alors, on avance. Je vais peut-être montrer quelques images ou quelques trophées et bannières qui se trouvent. L'étoile et le marteau, alors, je l'ai hérité du Parti communiste hollandais. Elle date des années 30 et elle ornait les tribunes des congrès à l'époque. D'accord, en dessous je vois qu'il y a une bannière. Un fanion. Un fanion, oui. D'accord. Alors, je vais peut-être prendre quelques vues. Attends, hein, une petite seconde. Je suis mal placé, mais enfin bon. Alors, donc oui, donc là ce sont tous des fanions qui viennent du RSS, manifestement. Avec des portraits de Lénine. Alors au-dessus, là on voit Marx et Engels. Les deux bustes en plâtre. Alors il y a des affiches aussi. Tina Modotti, tu peux rappeler très engagée, d'origine italienne. D'accord. Qui était amie intime de Frida Kahlo, la peintre mexicaine, et de Diego Rivera. Tout à fait. Puis après, il y a évidemment sur la droite, il y a mon ami Brecht. Ah oui, dont tu viens de nous parler. Voilà. Là, dans le coin, il y a Lumumba. Alors, on y va tout doucement. Alors, je vais avancer un petit peu pour que ce soit plus clair. Voilà, donc Lumumba. Oui. Tu veux encore nous montrer d'autres choses au mur? Les cartes aussi. Les cartes. Ça, c'était les cartes qu'on connaissait tous à l'école à l'époque. Il y avait le bassin de l'industrie du métal et sidérurgie, et de l'autre côté, la carte de l'industrie du textile, à l'époque où ça existait encore. Petite seconde. Oui. Oui. Alors, on refait le tour. Alors, tu vas commencer quoi, par la Commune de Paris, par exemple? Oui, il y a 3 affiches de la Commune qui, pour moi, c'était la première expérience réelle de ce que moi j'appelle la dictature du prolétariat, qui a été d'ailleurs, il y a 2 jours, on célébrait les bains de sang que les Versaillais ont fait à Paris pour terminer la Commune de Paris. Oui, le 28 mai. Hein. Voilà. La fin de la semaine sanglante. C'est du ça. 21 au 28 mai. C'est ça. D'accord. Alors là, je vois que ce sont les époux Rosenberg. Oui.
tout ça par nos affiches, je veux un peu montrer que Oui. Attends. on a toujours lutté, quoi. Voilà, alors on va peut-être voir... Alors, on va peut-être commencer par les classiques, comme ça. Alors, tu expliques un petit peu ce qu'il y a sur ce mur-ci. Ben, sur ce mur-ci, il y a en gros. il y a Marx Engels, il y a Lénine, il y a Staline, il y a Trotsky, il y a Mao. Tu vois, je ne fais pas dans les détails, quoi. Oui, c'est vrai. Alors là, l'époque oblige, on fait aussi des posters, et de préférence des posters de femmes révolutionnaires black. Donc il y a Winnie, il y a Angela, j'en ai encore d'autres de Nina Simone. Oui. Voilà. Voilà. Alors ici, c'est mon rayon. Attends une petite seconde. Hein. Oui, oui. Aller trop vite. Oui, alors, je t'écoute. Ici, il y a mon rayon théorie politique, philosophie, économie politique. Oui. Ouais. Et après, on peut aller ce rayon-là. Il y a aussi le rayon quand même Maspero, c'est oui, intéressant. La petite collection Maspero. Donc 10-18. Est-ce que je trouve encore? Oui, les 10-18. Oui. Alors, ici c'est quoi tu m'as dit, j'ai pas entendu. Oui, ici c'est l'histoire du mouvement ouvrier belge. Oui. Mais il y a un peu de problème de lumière, je crois. Oui. Et alors, je t'ai parlé que c'est intéressant de parler de Maspero, Oui. qui a quand même fait un effort, mais vraiment formidable, quand il a commencé sa maison d'édition. Oui. Et c'était de mettre, mais à des dizaines de milliers d'exemplaires, des ouvrages révolutionnaires à la disposition du grand public. C'est une excellente collection. Hein. Une excellente collection qui a souffert de beaucoup de saisies, d'interdits, mais qui a toujours continué. Et ça manque un peu maintenant des grandes maisons d'édition comme ça. Alors moi, je travaille avec une petite maison d'édition en France, qui sont les éditions Delga, et qui vont un peu à contre-courant, quoi. Édition donc Delga. Delga. C'est ce rayon-là. Tout ça, c'est Delga. Oui. Ouais. Et qui mettent un peu des gens comme Annie Lacroix-Ries, Losurdo, Jean Salem qui vient de s'éteindre maintenant, tous un peu des gens qui vont à contre-courant, quoi. Samir Amin aussi, Grover Furr, qui est un historien américain, qui donne un autre son de cloche sur l'Union soviétique. Et ils font un bon travail. Voilà. Ouais. Alors, tu as les auteurs russes, je crois. Les auteurs russes sont là. Voilà. Tout ce mur-là. Oui. Tu peux en citer quelques-uns, à titre d'exemple. Il y a mon grand favori Gorky, oui. qui est là. Il y a Ostrovsky, Fadeev, Erambourg, Nekrasov. Ils sont tous là, quoi. Mais avant, je les trouvais, je les ramassais à l'appel. Et maintenant, je dois vraiment chercher, quoi. C'est ça.
Oui, alors nous allons nous diriger maintenant vers la partie... Enfin, on va quitter progressivement... Ouais. Ah oui, ici au centre, qu'est-ce qu'il y a au fond? Au centre, c'est le B de bordélique et le C de chaotique. Oui. Non, il y a du tout quoi. Il y a la revue Temps moderne, il y a la revue Europe qui était une revue littéraire Oui. très proche du PCF, avec des gens comme Aragon, comme Romain Roland qui étaient dedans. Il y a un peu tout quoi. Et ça, Un peu tout. Là, il faut... les gens, ils aiment bien fouiner là-dedans. C'est ça. Et parfois, comme tu l'as remarqué, on trouve même Guy Mollet là-dedans. Oui, tout à fait. Ce qui est étonnant. Hein. Mais j'ai du mal à jeter un livre aussi. Oui. Voilà. Et alors, sur ce côté-ci... Sur ce côté-ci, ici, tu as un rayon trotskisme. Alors, je vais le montrer un petit peu. Donc, ça veut dire, au fond, qu'on trouve... c'est vraiment le communisme au sens le plus large et au-delà du communisme, Oui, donc. oui, Hein, donc, oui, si on veut chercher des ouvrages sur l'histoire du mouvement communiste sur l'ensemble de la planète, au fond, oui, sur l'ensemble de la oui, planète, oui. donc c'est pas spécialisé. Là, je vois... Par exemple, ici, c'est la Belgique. Ça, c'est les œuvres de Torres. Oui, ça, c'est en France, oui. Oui. Ici, c'est tout ce qui est La revue Études marxistes. mouvement communiste en Belgique, C'est ça. le mouvement maoïste, là. Oui, c'est ça. Et alors, à côté, tu as la guerre C'est les d'Espagne. œuvres de Lénine au-dessus, je vois. Oui, ouais. La complète de Lénine, que j'ai en allemand et en français. Ah oui. Ben, je crois qu'on a fait le tour, il me Oui. semble. Hein. Ah oui, il y a encore un... Oui, là, je vais pas faire... je vais pas aller à l'extérieur, hein, Non. mais je vais quand même encore montrer qu'il y a un étal ici. Avec les nouveautés et Voilà. bon, les trésors que je viens de trouver. Voilà, c'est ce qu'il y La a. revue Révolution Oui. complet du début des années 60 qui était dirigée par Jacques Vergès, Oui. par Ciné. Et je crois qu'on a fait. On a fait le tour, hein. Ok. Voilà, encore une petite seconde. Voilà. En tout cas, pour conclure, puisque nous arrivons tout à la fin de l'entretien, Oui. je voudrais tout d'abord, tu nous as appris beaucoup de choses. Hein, tu as une mémoire vivante, on peut dire, de l'histoire du communisme, et en particulier en Belgique. Hein, ça, c'est tout à fait évident. Et alors, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous dises quelle est l'adresse précise de ta librairie pour permettre à ceux qui seront intéressés par ce type d'ouvrage pour s'y rendre, ainsi que les heures d'ouverture. Donc, tout d'abord, je précise quand même, le lieu, donc, on est dans la commune de Saint-Gilles, à Bruxelles. On est près de la porte de Halle. Donc, c'est en fait une tour médiévale, ce qui a été restaurée au XIXe siècle, juste à côté de la gare du Midi. C'est le métro Porte de Halle. Ouais. Il y a d'ailleurs plusieurs autobus à proximité. Il y a le métro aussi, hein, Porte de Halle. Donc, nous nous trouvons rue Jean Volders. Tu pourrais nous dire le numéro? 34 rue Jean Volders. D'accord. À 1060 Saint-Gilles. Oui. Et les heures d'ouverture sont du mardi au samedi de 2 à 6. Voilà. Il n'y a pas d'autres informations, non. Hein. Tu as éventuellement une adresse mail si jamais on veut t'écrire pour savoir si tu possèdes un ouvrage? Oui. Mon adresse mail, c'est flore.dewit. Flore, c'est F-L-O-R. .dewit @yahoo.fr. Et je suis sur Facebook
sous le nom de Flore de Witt. Merci beaucoup, Flore. Merci à toi, Jean-Michel.